Quiconque a déjà regardé un match de foot de haut niveau ou même une compétition d'athlétisme connaît cette scène par cœur. Ouais, le fameux sprint qui tourne mal. Exactement. Un joueur lance un sprint fulgurant pour récupérer un ballon en profondeur. Sa jambe s'étire vers l'avant, son talon s'apprête à percuter le gazon, et là, soudainement, le visage se crispe. Et le joueur s'effondre. C'est ça, il s'effondre en plein élan, la main agrippée à l'arrière de sa cuisse. Une déchirure des ischio-jambiers. Sur le papier, ça ressemble à un simple accident mécanique. On se dit que le muscle a juste été poussé au-delà de sa limite. Qu'il a cédé sous la tension en gros. Voilà. Et qu'avec un peu de repos, un bon protocole de renforcement, tout rentrera dans l'ordre. Sauf que c'est précisément cette illusion de simplicité qui rend cette blessure si redoutable. En fait, si c'était un simple problème de faiblesse musculaire temporaire, la médecine du sport aurait réglé ça depuis très longtemps. Ah, c'est clair, avec tous les équipements de pointe qu'on a aujourd'hui dans les cliniques de physiothérapie. Complètement. Mais les statistiques cliniques nous montrent une réalité, disons, beaucoup plus sombre. Le taux de récidive pour une déchirure des ischio-jambiers, il stagne de manière obstinée autour de 18%. 18%, donc presque un joueur sur 5. C'est ça, 1 sur 5. Près d'un joueur sur 5 qui subit cette blessure va revivre exactement le même cauchemar, et parfois quelques mois seulement après avoir reçu le feu vert médical. Ce chiffre est juste vertigineux quand on y pense. 18% d'échecs dans la prévention secondaire, ça suggère que la rééducation traditionnelle rate quelque chose d'essentiel, non? C'est l'évidence même. C'est un peu comme si on passait des mois à réparer les dégâts d'un incendie sans jamais chercher à savoir ce qui a provoqué l'étincelle au départ. Très bonne analogie. Et c'est exactement ce mystère qui motive notre plongée analytique d'aujourd'hui. Tout à fait. Parce que pour comprendre ce qui échappe aux caméras de télé et aux diagnostics classiques, on va se plonger dans une étude vraiment fascinante. Elle a été publiée en 2024 dans le... Attends que je retrouve le nom exact. Le Journal of Sport Science and Medicine. Oui, un document d'une précision incroyable. Le titre complet, pour ceux qui aiment la rigueur académique, c'est Characterizing Muscle Activity in Soccer Players with a History of Hamstring Strain Injuries During Accelerated Sprinting. En français, ça donne la caractérisation de l'activité musculaire chez les footballeurs ayant des antécédents de déchirure des ischio-jambiers lors d'un sprint accéléré. C'est ça. Et leur mission était claire. Ils ont décidé d'arrêter de regarder le muscle blessé de manière isolée pour analyser la symphonie électrique du corps entier en plein sprint. Ce qui change complètement le paradigme, tu vois. Au lieu de faire des examens sur une table de massage bien au chaud, ils ont voulu capturer le mouvement humain dans ce qu'il a de plus brutal. La phase d'accélération maximale. Exactement. Et le protocole, c'est un vrai défi technique. Ils ont pris 26 joueurs de foot, des hommes, et les ont divisés en 2 groupes. 13 joueurs parfaitement sains et 13 joueurs avec un passif documenté de déchirure des ischio-jambiers. Mais cliniquement guéris au moment du test, n'est-ce pas? Absolument, guéris et aptes à jouer. Et on leur a demandé de faire un sprint explosif sur 30 mètres. Et ces 30 mètres, c'est pas choisi au hasard. La littérature sportive nous dit que 96% des sprints pendant un match pro font moins de 30 mètres. C'est la zone critique. C'est là que le joueur doit générer une force propulsive massive en un temps record. Mais ce qui est fou dans cette expérience, ce n'est pas juste de les faire courir. C'est l'appareillage qu'ils ont utilisé. Ah bah là, capturer ce qui se passe sous la peau à cette vitesse, c'est un cauchemar biomécanique. J'imagine, oui. Ils ont utilisé des caméras à très haute fréquence. On parle de 240 images par seconde pour décomposer chaque milliseconde de la foulée. Et en même temps, ils ont équipé les joueurs de capteurs d'électromyographie de surface, la fameuse EMG. Des capteurs collés sur la peau, c'est ça? Voilà, sur 10 muscles différents. Sauf que, en temps normal, la sueur, les vibrations de la chair quand le pied frappe le sol, tout ça crée un bruit énorme qui parasite les signaux. Donc ils ont dû filtrer tout ça. Ouais, avec des algorithmes ultra pointus, juste pour isoler le signal pur de l'activation musculaire. D'accord. Alors, décortiquons tout cela. La logique voudrait que, face à un mystère sur une blessure à l'ischio-jambier, on commence par regarder le signal électrique de cet ischio-jambier. C'est ce que tout le monde ferait. Bah oui, si ce muscle se déchire encore et encore chez les 13 joueurs du groupe blessé, on s'attend à voir un signal complètement chaotique, non? Soit le muscle est encore faible, soit il se contracte n'importe comment et se déchire tout seul. C'est l'hypothèse de départ la plus intuitive. Les chercheurs se sont donc d'abord concentrés sur le biceps fémoris, qui est le chef long de l'ischio-jambier. C'est la partie qui se déchire dans l'immense majorité des cas. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en comparant les courbes du groupe sain et du groupe blessé? Ils ont trouvé une absence totale de différence significative. Attends, aucune différence, vraiment? 0.
Aucune. Le biceps fémoris des joueurs précédemment blessés s'activait avec exactement la même intensité, le même timing et la même régularité que celui des joueurs sains. C'est incroyable. Le seul truc vaguement notable, c'est une petite augmentation passagère sur le muscle semi-tendineux juste à côté pendant une fraction de seconde. Mais le coupable présumé, le muscle qui se déchire à la fin, son signal électrique était absolument parfait. Waouh. C'est fou parce que cette découverte, elle remet en question une grande partie de la prise en charge médicale actuelle. C'est un séisme. C'est ça. Si le muscle qui subit la blessure fonctionne normalement d'un point de vue électrique, ça veut dire qu'on soigne la victime en ignorant complètement le véritable agresseur. En gros, l'ischio-jambier ne se suicide pas. Non. Il est assassiné par son propre environnement biomécanique. Ce qui est fascinant ici, c'est que la biomécanique moderne repose sur le concept de chaîne cinétique. L'énergie d'un sprint, elle ne reste pas isolée dans un seul muscle. Elle voyage. À travers les articulations. Exactement. Transférée d'un groupe à l'autre. Si un maillon refuse de faire son travail, l'énergie cinétique ne s'évapore pas par magie. Elle se déplace vers le maillon suivant. C'est de la physique de base. En fait, prenons une analogie. C'est comme une équipe engagée dans une épreuve de tir à la corde. Chaque membre tire de toutes ses forces. Et soudain, le plus gros et le plus fort, celui qui est tout à l'arrière, lâche la corde, sans prévenir. Ouch. Bah oui, la force de l'équipe adverse ne disparaît pas. Elle se répercute instantanément sur le petit gars fragile tout devant qui se fait projeter. Ce n'est pas de sa faute s'il tombe, il a juste été abandonné. C'est une excellente image. Et pour démasquer ce fameux joueur qui lâche la corde, il fallait analyser les autres acteurs du sprint. Et surtout, identifier le moment précis où la corde cède. Et ce moment, il a un nom scientifique, c'est ça? Oui, l'étude cible une fenêtre temporelle extrêmement restreinte. C'est la transition entre la fin de la phase d'oscillation, le late swing en anglais, et le début de la phase d'appui, le early stance. Alors pour que tout le monde visualise bien, c'est l'instant critique où la jambe est projetée vers l'avant. Le genou est tendu, le pied flotte à quelques millimètres du sol, et paf, il va frapper le gazon. C'est ça. À ce moment précis, il faut freiner la jambe pour qu'elle ne s'envole pas, et le corps doit encaisser une force de réaction au sol énorme. On parle de plusieurs fois le poids du corps. C'est une collision imminente avec la planète Terre. Et décélérer une jambe à cette vitesse, ça demande une puissance colossale. Normalement, c'est un travail d'équipe. L'ischio-jambier freine un peu le genou. Mais le vrai moteur, celui qui est censé encaisser le choc et stabiliser la jambe, c'est le grand fessier, le gluteus maximus. Le muscle le plus gros du corps. Exactement. Et c'est là que les capteurs de l'étude ont détecté une anomalie monumentale. Chez les joueurs blessés, l'activité de ce grand fessier subit une baisse catastrophique de 30%. 30%. Oui. Pendant cette fameuse fin de phase d'oscillation. Le moteur principal est littéralement en mode veille, juste avant l'impact. C'est une désertion totale. Au moment où la jambe s'apprête à percuter le sol, le moteur principal s'éteint et laisse un muscle plus fragile gérer tout l'impact. Exactement ça. L'ischio-jambier, qui est beaucoup plus fin, se retrouve à devoir gérer seul une énergie qu'il devait partager avec un géant. La force dépasse sa capacité structurelle et paf, la rupture devient inévitable. Donc l'ischio-jambier est puni pour la paresse du fessier. Voilà. Mais alors, pourquoi le muscle le plus puissant du corps déciderait de s'éteindre à 30% au pire moment? Un fessier ne devient pas inactif comme ça par hasard. Non, bien sûr. Et c'est ce qui rend cette étude remarquable. Ils ont cherché plus haut, vers la fondation du mouvement, le tronc et le bassin. Ils ont mis des capteurs sur l'abdomen, c'est ça? Ouais. Ciblant le muscle oblique externe. En plein sprint, son rôle, c'est de verrouiller le tronc, de le rendre rigide, comme de la pierre, pour que les jambes aient une base solide. Et là, les résultats ont montré que l'activité de l'oblique externe était 20% inférieure chez le groupe blessé. Au tout début de l'appui? Au moment précis de l'impact, oui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? On a 30% de déficit sur le fessier, 20% sur les obliques. Ce n'est plus une petite faiblesse. C'est un effondrement structurel. La tour de contrôle ne répond plus. Et le système nerveux central s'en rend compte. L'étude a même capturé sa réaction de panique. Ah oui, avec le troisième muscle, le moyen fessier. Le gluteus medius, situé sur le côté de la hanche. Sa mission, c'est d'empêcher le bassin de s'affaisser sur le côté quand on est sur une seule jambe. Et chez les blessés, il s'activait à niveau 40% supérieur à la normale. Attends, 40% en plus. Mais ça ressemble presque à une bonne nouvelle, non? Le corps qui tente de protéger l'articulation, à moins que... À moins que ce soit un sauvetage désespéré en mode urgence. Et c'est le cas. L'étude révèle un détail crucial. Cette suractivation arrive avec un retard d'environ 6% dans le cycle du sprint. 6%. Bon, sur le papier, ça a l'air de rien.
Mais une foulée dure une fraction de seconde. C'est une éternité en biomécanique. Si le muscle s'active avec 6% de retard, la fenêtre est fermée. Le talon a déjà percuté le sol, l'onde de choc est déjà remontée. Arriver en retard, c'est comme ne pas arriver du tout. Et pendant ces quelques millisecondes de retard, c'est le naufrage. L'oblique est faible, le grand fessier est silencieux, le moyen fessier est en retard, donc dès que le pied touche le sol, le tronc lâche, et le bassin subit ce qu'ils appellent une subduction pelvienne. Le bassin bascule et s'affaisse du côté de la jambe libre. La fondation se dérobe. Et là, on peut tout connecter. Ce bassin qui lâche, il ne fait pas que s'affaisser, il penche aussi vers l'avant. Une bascule intérieure. Ouais. Or, les ischio-jambiers sont attachés directement à la base du bassin. Si le bassin bascule vers l'avant et s'effondre sur le côté au moment même où la jambe s'allonge, L'ischio-jambier est étiré de force par ses deux extrémités en même temps. C'est comme un élastique industriel. Il est déjà tendu au maximum, le bassin s'effondre, ce qui tire encore plus sur les deux bouts de l'élastique, à la milliseconde exacte où le muscle doit se contracter pour supporter le coureur. c'est physiquement insoutenable. L'élastique ne peut pas s'étirer davantage et se contracter violemment en même temps. Les fibres se rompent. Et si on relie cela à la situation dans son ensemble, ça explique de manière lumineuse pourquoi les protocoles de rééducation classiques se heurtent à ce mur de 18% d'échecs. Ah bah totalement. Aujourd'hui, la prescription standard pour ce genre de blessure, c'est des semaines de charge excentrique, les fameux Nordic Curls. On se met à genoux, quelqu'un nous tient les chevilles et on se laisse tomber lentement en retenant son poids avec l'arrière des cuisses. C'est censé être l'arme absolue. Et c'est formidable pour développer la force brute de l'ischio-jambier isolé. Sauf que les travaux de Wutsubo et son équipe montrent bien que la blessure n'est pas due à un manque de force isolé. Non, c'est une défaillance chaotique de la stabilité centrale, un problème de synchronisation nerveuse à haute vitesse. Avoir l'ischio le plus fort du monde, ça sert à rien si ton bassin s'effondre à 30 km/h. Même renforcé par 1000 Nordic Curls, le muscle cédera sous ce mauvais alignement extrême. Il faut repenser l'architecture de la rééducation. On ne peut pas isoler la réparation. Donc on fait quoi à la place ? Les auteurs insistent sur les programmes de type PATS, Progressive Agility and Trunk Stabilization, c'est-à-dire réapprendre au système nerveux à anticiper le mouvement, rééduquer le cerveau pour qu'il contracte les abdos avant l'impact et qu'il réveille le grand fessier à la milliseconde près. C'est vraiment un réapprentissage du timing. Le corps est un réseau électrique complexe. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et presque troublant. Ah oui. Posons-nous la question de la chronologie. Ce grand fessier inactif à 30%, ces obliques faibles, est-ce que ces défauts étaient le péché originel ? Est-ce qu'ils étaient là dès le premier jour, causant la toute première déchirure ? C'est la théorie classique, oui. Une asymétrie de base, la fatigue s'installe et le maillon faible casse. Mais explorons l'autre hypothèse. La douleur d'une déchirure en plein sprint, c'est foudroyant, traumatisant. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur. Est-ce possible que ce soit le traumatisme initial qui ait carrément modifié le code source du mouvement ? Oh, tu parles de l'appréhension subconsciente. Oui. Le système nerveux reprogramme la foulée. Il désactive le fessier pour essayer de protéger la cuisse meurtrie. Et en fuyant cette douleur passée, le cerveau crée lui-même le déséquilibre parfait pour provoquer la déchirure suivante. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité maladaptative. Le corps surcompense et organise sa propre destruction. C'est une frontière fascinante de la médecine sportive. Le système nerveux garde l'empreinte de la blessure bien après que le tissu soit guéri. C'est fascinant. Mais quelle que soit l'origine, cause première ou symptôme de l'appréhension, l'EMG est indiscutable. Pour briser le cycle, il faut cibler la stabilité du tronc et l'anticipation temporelle. C'est une évidence maintenant. Le mouvement humain, c'est une chorégraphie nerveuse et biomécanique d'une précision inouïe. Pour quiconque s'intéresse à la préparation physique ou à la physiothérapie, la lecture de cette recherche originale est vraiment indispensable. Je confirme. Les graphiques EMG dans l'étude sont incroyables. Plongez-vous dans l'article Characterizing Muscle Activity in Soccer Players with a History of Hamstring Strain Injuries During Accelerated Sprinting, publié par Otsubo, Saito et Hirose dans le Journal of Sports Science and Medicine. Ces courbes fournissent une compréhension visuelle frappante de ces micro-défaillances systémiques. C'est une lecture qui change notre vision du sport. Absolument. La prochaine fois que nous verrons un athlète s'effondrer sur la pelouse, la main sur l'arrière de la cuisse, nous ne verrons plus un simple muscle qui abandonne. Nous comprendrons qu'une fraction de seconde plus tôt, c'est un centre de gravité tout entier qui a chaviré en silence. Une fondation qui s'est dérobée, laissant une structure fragile encaisser tout le choc. C'est une image puissante. Oui, et chacun peut garder cette image en tête la prochaine fois qu'il analysera un sprint.
Afin de continuer à décoder ensemble la science complexe qui façonne la réalité qui nous entoure, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela garantit de ne manquer aucune de nos prochaines explorations analytiques. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du savoir.